que le cours, il y a des questions d'organisation. Donc il y avait une question pour le programme de colle, ça s'arrêtait au cours avant les vacances. Donc le cours d'hier n'était pas compris dans le programme de colle. Hein. Bon, bah s'il n'y a pas de questions, on va attaquer. Alors, on passe à l'étude du cycle de Carnot. Donc, on va voir qu'en fait, c'est notre première machine thermique. Donc, on imagine une machine qui utilise un gaz parfait, qui va subir... Attendez. Voilà. Tu peux refermer la fenêtre parce que je suis en courant d'air. Donc, un gaz qui subit des transformations, et globalement, ça fait un cycle. Donc, on va partir de l'état A, passer par B, puis C, puis D, puis revenir en A. Et pour ça, on va faire deux transformations isothermes à température T1. T1, ça sera la température de la source froide. Et une isotherme à T2, plus élevée, donc on appellera la source chaude. Alors, première chose, comment représenter le cycle en coordonnées de Clapeyron. Donc, on rappelle que pour avoir le droit d'utiliser les coordonnées de Clapeyron, il faut que ce soit quasi-statique. Notre cycle est réversible, donc toutes les transformations sont nécessairement quasi-statiques, donc on a le droit d'utiliser les coordonnées de Clapeyron. Et le travail va pouvoir être interprété comme une aire dans ce cycle. Alors, A vers B, vous représentez ça comment? C'est une isotherme à T1. Est-ce que je trace un trait A vers B, un segment, ou c'est autre chose? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Il ne faut pas oublier que c'est un gaz parfait et que c'est une isotherme. Donc mathématiquement, qu'est-ce qu'on a? À quoi ressemble la courbe A vers B? À une droite, non? À une droite. Alors, pourquoi une droite? On a un gaz parfait, donc PV égale nRT. Et T est constant, c'est isotherme. Donc PV égale constante. Ah, PV égale constante. PV égale K. Donc P égale K sur V. P égale K sur V, c'est l'équation d'une droite. P égale K sur V. Ça ressemble à quoi ça? Y égale constante sur X. Y égale A sur X. Et donc, écrivons-le. Donc PV égale nRT égale constante. Donc P égale constante sur V. Ah bah zut, j'ai écrit. Tac. Bah, c'est une hyperbole. Y égale constante sur X. C'est un bout d'hyperbole. Un bout d'hyperbole, ça s'appelle un arc d'hyperbole. D'accord? Donc une isotherme est représentée en diagramme de Clapeyron par un morceau d'hyperbole, un arc d'hyperbole. Alors ensuite, B vers C. B vers C, c'est une adiabatique réversible. Donc on a le droit d'utiliser la formule de Laplace. Donc PV exposant gamma égale constante. Donc P égale constante sur V puissance gamma. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir, sauf qu'il y a un gamma et que gamma est plus grand que 1. Donc par rapport à l'équation précédente, P varie plus vite que la précédente, mais ça ressemble. Donc on va dire que ça ressemble à un arc d'hyperbole,
mais la pente sera supérieure à la pente d'une hyperbole. Donc le premier est un vrai arc d'hyperbole, le deuxième ressemble à un arc d'hyperbole. Donc si on ressemble ça, ça va vous donner ça. Je vous l'agrandis un petit peu. Donc A vers B, c'est un morceau d'hyperbole. Donc si on continue l'hyperbole, ça fera les pointillés que j'ai indiqués ici. B vers C, c'est plus pentu qu'une hyperbole, donc quitte l'hyperbole et on monte de façon plus rapide vers C, mais ça ressemble. C vers D, c'est un morceau d'hyperbole, un arc d'hyperbole. Là, j'ai continué l'arc d'hyperbole pour montrer que lorsque je vais de D vers A, j'ai une pente plus grande, parce que c'est une adiabatique et que ça suit P égale constante sur V puissance gamma. D'accord, donc deux arcs d'hyperbole et deux arcs de courbes ressemblant à une hyperbole, mais de pente supérieure à celle d'une hyperbole. Donc avant de dire ça va être une droite, une hyperbole, etc., ben, on sort l'équation, on regarde quelle est la relation qui lie P à V, et on a la réponse. Ok? Donc ça, c'est la première question. Comment représenter le cycle? Deuxième question, est-ce que ce cycle est moteur ou résistant? Alors, je vous écoute. On avait vu que quand ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'était moteur. Absolument. Donc ça me suffit pour dire le cycle est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le travail est négatif et vaut moins l'air interne. Donc c'est un cycle moteur. Et puis réversible, donc ça veut dire que toutes les étapes doivent être nécessairement réversibles. Donc sans aucun calcul, je peux dire que ce cycle décrit le fonctionnement d'une machine qui fabrique du travail, donc d'une machine qui est un moteur. Alors maintenant, on va étudier les différentes phases du moteur. Alors, donc A vers B, on va mettre le gaz dans un piston, par exemple, et on va faire une compression isotherme. Donc on va comprimer le gaz et il reste à la température T1. Pourquoi il reste à T1? Parce qu'on le met au contact de la source froide. On le comprime tout doucement, donc un gaz qu'on comprime, normalement il s'échauffe, oui, mais si vous le comprimez tout doucement, il va, au fur et à mesure qu'il s'échauffe, en fait, il donne de l'énergie thermique à la source froide, et donc finalement il reste à la température de la source froide, à condition que ça soit très lent. D'accord? Donc vous comprimez, vous lui apportez du travail, et il rétrocède l'énergie sous forme de chaleur vers la source froide, et donc il reste froid. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que vos W et Q, donc delta U, W plus Q, premier principe, et Q, on le note Q1 parce que c'est échangé avec la source froide à T1. Par la suite, QAB s'appellera aussi Q1. Donc delta U, c'est un gaz parfait, donc je sais le calculer, c'est NCV molaire dt entre A et B, et la température ne varie pas, puisqu'on passe de T1 à T1, donc dt est nul, delta U est nul, donc W plus Q égale 0. Alors, lequel on va pouvoir calculer, W ou Q? Q pour une isotherme, j'ai pas de formule. Par contre, W, en général, est calculable. Donc on va calculer W et en déduire Q, qui vaut moins W. C'est après le premier principe. Alors allons-y, calculons W. C'est l'intégrale de moins P extérieur dV. Oui, mais c'est réversible. Donc P extérieur doit être égal à tout instant à P. Donc c'est l'intégrale de moins P dV. Et c'est un gaz parfait, donc PV égale nRT. Donc P c'est nRT sur V. Et c'est isotherme, donc T c'est T1. Donc je remplace P par nRT1 sur V. nRT1, on peut sortir l'intégrale, puisqu'il est constant. Et donc il me reste à intégrer dV sur V, primitive ln de V, donc ln de VB moins ln de VA, c'est-à-dire ln de VB sur VA. Donc on vérifie si c'est cohérent. ln de VB sur VA n'a pas d'unité. nRT est homogène à une énergie.
donc c'est bien une énergie. VB est plus petit que VA, c'est une compression, donc le log est négatif, négatif par négatif, donc finalement ça nous fait un W positif, qui est bien associé à une compression. Le travail reçoit effectivement du gaz. Et Q vaut moins W, donc Q négatif, le gaz donne de l'énergie thermique à la source froide. D'accord, le gaz reçoit du travail et il rétrocède ça à la source froide. Les points importants, le premier principe, le calcul du travail des forces pressantes, et on en déduit Q. Vous me dites si ce calcul vous pose problème. Et à chaque fois, on regarde le signe de ce qu'on a calculé pour voir si c'est cohérent. Ok, je continue. Alors, donc c'était un petit commentaire qu'on attend éventuellement. Le gaz reçoit effectivement du travail et cède de l'énergie thermique à la source froide. Il cède exactement ce qu'il a reçu, donc finalement, son énergie interne ne varie pas. Les entrées égale les sorties. Alors maintenant, le gaz est toujours dans le piston, mais on arrête de transférer de l'énergie thermique avec la source froide. Donc, par exemple, on glisse une paroi qui empêche le transfert thermique avec la source froide. Donc, c'est ce qui est symbolisé par les petites hachures. Ça veut dire je mets une paroi à Terman, donc je calorifuge mon système. En pratique, il suffit de glisser, par exemple, un isolant entre le gaz et la source froide. Et je continue à le comprimer. Donc là, je fais une compression, cette fois-ci sans échange thermique, adiabatique. Donc j'apporte du travail et je l'empêche de donner de l'énergie thermique, donc forcément, il reçoit de l'énergie, son énergie interne augmente, donc sa température augmente. Et il va passer comme ça de T1 à T2. Donc j'écris le premier principe, et comme c'est adiabatique, Q est nul, donc W c'est delta U. Pas besoin d'aller calculer W, delta U c'est beaucoup plus simple. Delta U c'est l'intégrale de DU, DU d'un gaz parfait je connais, et donc ça s'intègre facilement, NCV molaire, T final moins T initial, T2 moins T1. T2 est plus grand que T1, c'est positif. C'est bien un travail de compression positif effectivement reçu par le gaz. Quand vous trouvez que le rythme est trop rapide, vous me ralentissez. Hein. Alors après, on vous posait la question quelle est la relation entre T et V. Eh bien, c'est la relation de la place. Alors cette relation de la place, je vous rappelle qu'on peut la redémontrer hein, à partir de PV exposant gamma égale constante. Donc, vous partez de celle-là. Et puis vous remplacez PV égale nRT. Donc vous remplacez P par nRT sur V, et il va y avoir donc du T, du 1 sur V, et donc en rassemblant les V, ça fait V puissance gamma sur V, V puissance gamma moins 1. Donc c'est là, c'est une relation de Laplace en variable T et V. Et on l'utilise comment? On l'utilise entre l'état initial et l'état final. On part de l'état B à la température T1, donc TB VB, T1 VB, puissance gamma moins 1, égale TC VC puissance gamma moins 1 et TC et T2. Donc ça donne une relation entre T1 VB, T2 VC.
J'ai du mal à comprendre comment on trouve la relation entre, enfin, justement à la fin. Alors là, quel TV puissance gamma moins 1 d'abord. Non, après, T1 VB gamma moins 1 égale T2 VC gamma moins 1. Donc, la relation de Laplace, elle est valable durant toute la transformation. C'est la même constante. Donc, TV puissance gamma moins 1 à l'état initial, c'est la relation de gauche, égale TV puissance gamma moins 1 à l'état final, au point C. Sachant, oui. que T2 c'était C et que T1 c'était B. Parce qu'ils ont la même constante, c'est ça? Bah, c'est une constante, donc c'est valable en n'importe quel point de la transformation. Donc aussi bien à l'état B qu'à l'état C. Donc ceci égale ceci égale K. D'accord. Comme K, elle ne m'intéresse pas, car moi ce qui m'intéresse, c'est une relation entre l'état initial et l'état final. Donc je ne mets plus égal K, mais effectivement ici on pourrait mettre égal K. Ok, merci. D'accord. Alors, ensuite, notre gaz est comprimé, et on va faire l'opération inverse, on va faire une détente. Donc d'abord une détente à la température T2, donc une isotherme à T2. Comment est-ce qu'on fait ça? Le gaz comprimé, je le mets maintenant au contact d'une source chaude. Donc le gaz est à T2, la source est à T2. Et donc ils vont rester tous les deux à T2, mais le gaz va se détendre, le volume augmenter. Et donc ça va permettre de libérer de l'énergie, du travail. Donc premier principe, et puis QCD s'appellera Q2 parce que c'est l'échange thermique avec la source à T2. C'est isotherme, donc U ne varie pas, puisque la température ne varie pas. Donc le total W plus Q est nul, donc je calcule l'un, j'en déduis l'autre. C'est toujours la même manière, je calcule d'abord W, qui est le plus facile à calculer, j'en déduis Q. Donc je calcule W. Comment c'est un travail de force pressante seulement, donc intégrale de moins P extérieur dV, c'est réversible, donc P extérieur c'est P. C'est un gaz parfait, donc P c'est nRT sur V, et T c'est T2 puisque c'est isotherme à T2. Donc moins nRT2, dV sur V, la seule variable là-dedans, c'est le volume, dV sur V primitive ln de V, ln de V final, moins ln de V initial, ln de VD sur moins ln de VC, c'est-à-dire ln de VD sur VC, fois moins nRT2. Donc ça n'a pas d'unité, ça c'est des joules, tout va bien. C'est une détente, VD est plus grand que VC, donc le log est positif. Positif par négatif, ça nous fait un travail négatif, ce qui correspond bien à un travail de détente. Et l'énergie thermique, c'est l'opposé du travail, avec le premier principe. Donc, le gaz reçoit de l'énergie thermique de la part de la source chaude et transforme ça en travail qu'il donne au milieu extérieur. Et ce travail, c'est celui-là qui va nous intéresser, qu'on va pouvoir récupérer. Donc on s'aperçoit que c'est isotherme, donc le raisonnement se fait exactement de la même manière. La seule chose qui change, c'est que les signes sont différents, les calculs sont similaires. Ensuite, on va glisser un isolant entre la source et le gaz. Donc, on va mettre des parois calorifugées. Et le gaz continue à se détendre. Alors, pourquoi il continue à se détendre? Parce qu'il était en fait sous haute pression. Donc, il va se détendre avec la pression qui va diminuer. Alors, regardez votre cycle en diagramme P et V. Reprenons. Hop. Donc, A vers B, le volume diminue, la pression augmente.
P versé, le volume diminue, la pression augmente, donc votre gaz est comprimé ici, et sous haute pression, c'est pour ça qu'ensuite il va se détendre. C vers D, la pression chute, c'est une détente, et le volume augmente. Et V vers A, la pression continue de chuter, et le volume augmente, la détente se poursuit. Donc détente adiabatique, le gaz continue à se détendre, mais comme vous ne lui donnez pas d'énergie, eh bien son énergie interne diminue, il va donner du travail, son énergie interne diminue, sa température diminue. Un gaz qui se détend de manière adiabatique se refroidit. Premier principe, avec pas d'échange thermique, donc delta U égale W, et delta U, c'est l'intégrale de DU. Donc c'est facile à calculer. Cn, c'est le molaire. T final, attention, T final, c'est T1, moins T initial, c'est T2, T1 moins T2. T2, c'est la température de la source chaude, c'est plus grand, donc la différence est négative, le travail est négatif, ce qui correspond bien à une détente. Le gaz donne du travail au milieu extérieur, le travail reçu est en fait donné, donc le travail reçu est négatif. Et donc on va pouvoir le récupérer là aussi. Relation entre TV, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la place. Qu'est-ce que ça change? On va utiliser TV puissance gamma moins 1 à l'état initial, c'est-à-dire au point D. Donc TD, VD gamma moins 1, mais TD c'est T2, égale TA, VA puissance gamma moins 1, et TA c'est T1, égale K. Ça me donne une relation entre les paramètres de l'état initial et de l'état final. Donc finalement, vous voyez, en fait, il n'y a que deux calculs à maîtriser, adiabatique et puis isotherme, réversible. Et puis en fait, ce qui se passe dans un sens et dans l'autre, les calculs sont similaires. Donc vous allez voir que quand on s'intéresse à une machine cyclique, en fait, on reproduit les calculs, mais dans un autre sens quand on fait la détente et quand on fait la compression. Et les calculs sont quasiment les mêmes. Ça va pour la page 37? Où il y a des points pas clairs. Monsieur, c'est quoi des parois Atherman? Atherman qui ne laisse pas passer la chaleur. Donc calorifugée. D'accord. Est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, c'est là que j'avais mis, ouais. Donc paroi Atherman ou paroi système calorifugé. L'opposé de diatherman. Diatherman qui laisse passer la chaleur, atherman qui ne laisse pas passer la chaleur. Monsieur, une question. Oui. C'est pour la représentation de Clapeyron. Donc pour déterminer on va dire si c'est une hyperbole ou une droite en fonction entre deux points, on revient toujours à l'équation des gaz parfaits. Si le système est un gaz parfait, oui. Donc on regarde, on écrit PV égale nRT et on regarde si c'est une isotherme T égale constante. Si c'est une adiabatique, PV égale nRT ne m'intéresse pas parce que P et V et T varient. Mais pour une adiabatique réversible, j'ai la relation de la place. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir une isocore. Une isocore, c'est à volume constant, ça serait une verticale. On pourrait avoir une isobar. Une isobar, c'est une pression constante, c'est une horizontale. Donc en pratique, on va avoir ces quatre grandes transformations, des horizontales pour l'isobar, des verticales pour les isocores, des hyperboles pour les isothermes et des hyperboles de pente supérieure pour les adiabatiques. Et en fait, vous aurez des segments, effectivement, horizontaux ou verticaux, pour isobar ou isocore. D'accord, merci. Ok, on passe page 38 ou
ou il y a d'autres questions? Alors, j'entame la page 38. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble du cycle. Le but, c'est de regarder la machine, ce qu'elle fait exactement et quelle est son efficacité. Est-ce que c'est une machine intéressante? Donc d'abord, ensemble du cycle, delta U du cycle égale 0, puisque ça fait U de A moins U de A, et c'est W cycle plus Q cycle. Où W cycle, c'est la somme des travaux échangés. Donc on a dit que c'était moins l'air interne, c'est négatif, c'est une machine, c'est un moteur, c'est un cycle moteur. Et Q cycle, lui, est donc forcément positif, puisque la somme des deux étant nulle, si l'un est négatif, l'autre est positif. Donc Q cycle, c'est Q1 plus Q2. La somme des transferts thermiques reçus. Q1, c'est ce qui est reçu de la part de la source froide. En fait, c'est donné à la source froide, donc c'est négatif. Et Q2, c'est reçu de la part de la source chaude, c'est positif, parce que c'est effectivement reçu de la part de la source chaude. Donc la source chaude nous donne l'énergie thermique, la source froide en récupère une partie. D'accord, donc on appelle ça un cycle ditherme, qui échange avec deux sources de chaleur. Alors on va chercher une relation entre Q1 et Q2. Donc ça, vous verrez un petit peu plus tard, on peut la trouver très rapidement grâce au deuxième principe. Pour l'instant, on n'a pas encore le deuxième principe, donc on va ruser un petit peu. Et ben on a calculé Q1 et Q2, donc on va chercher la relation entre les deux. On fait Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Alors, Q1, il y a de la friture sur la ligne. Alors, voilà Q1 divisé par T1 plus Q2 divisé par T2. L'avantage, c'est que ça fait partir les T1 et T2. Donc, on obtient NR. Je ne sais pas si quelqu'un ne devrait pas fermer son micro, là, parce qu'il y a des bruits bizarres. Donc, NR, facteur de log de VB sur VA, plus log de VD sur VC. Une somme de log, c'est le log du produit. Donc, on peut mettre ça, NR, log de VB fois VD sur VA fois VC. Et je me rappelle qu'il y a des relations entre les volumes. Ces relations, c'est les relations de la place. Donc, qui était T1 VB puissance gamma moins 1 égale T2 VC puissance gamma moins 1, et puis T1 VA gamma moins 1 égale T2 VD gamma moins 1. Donc, je m'aperçois que ça ressemble. Et une façon rusée de mélanger ces deux équations, c'est de diviser 1 par 2. Comme ça, T1 va disparaître, T2 va disparaître. Et on aura VB gamma moins 1 sur VA gamma moins 1. Donc, VB sur VA puissance gamma moins 1 égale VC sur VD puissance gamma moins 1. Donc les puissances, je peux les enlever, ça c'est un rapport positif, ça c'est un rapport positif. Je peux prendre la racine gamma moins 1e de tout ça, quoi. VB sur VA est forcément égal à VC sur VD. Je fais le produit en croix, VB fois VD c'est VA sur VC. J'envoie ça là-haut, VB VD sur VA VC, ah bah ça fait 1. Log de 1, ça fait 0. Donc Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Clausius. Donc les transferts thermiques sont liés, et sont liés en particulier avec les températures. On verra qu'il y a une façon beaucoup plus rapide d'arriver à ça. Il suffit d'écrire le deuxième principe appliqué au gaz, et on l'obtient en une ligne. Mais ça, il faudra attendre quelques cours. Est-ce que ce calcul vous pose problème ?
Non, pas de problème. Ok. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'efficacité de la machine. Donc, l'efficacité de la machine, pour un moteur, on appelle ça le rendement. Donc, on va calculer le rendement du cycle moteur. Et pour ça, on va d'abord dessiner les échanges énergétiques. Donc, le système, c'est le gaz qui échange avec une source froide à T2, la source chaude, pardon, la source chaude à T2, la source froide à T1, et qui donne du travail. Donc, précisons, source chaude à T2, c'est quoi ça? C'est quelque chose qui nous apporte de l'énergie thermique. En fait, c'est une chaudière qui fonctionne au charbon, au gaz, à l'uranium, à ce que vous voulez. Une source froide à laquelle on va donner de l'énergie, ça peut être l'eau d'une rivière, la mer, l'atmosphère. Donc, un système énorme, de très grande capacité thermique, donc dont la température va très peu varier, même si vous lui donnez l'énergie thermique. Et puis ici, on va échanger de l'énergie mécanique, donc globalement, de manière générale, avec une pièce mécanique. Donc une pièce mécanique, ça s'appelle une turbine par exemple, ça s'appelle un arbre moteur, donc l'arbre moteur qui va faire tourner des roues, une turbine qui va ensuite faire tourner un alternateur pour produire de l'énergie électrique derrière, par exemple. Et le système qui subit un cycle de Carnot, qui suit un cycle de transformation de Carnot, donc une suite de compression-détente. Donc il échange Q2 effectivement reçu de la part de la source chaude, donc c'est positif, ça rentre pour le gaz. Il perd Q1, donc Q1 est donné à la source froide, c'est négatif pour le gaz. Et il perd du travail, donc c'est négatif pour le gaz. Tout est à partir conventionnellement reçu par le gaz, donc ça rentre dans le gaz, c'est positif, ça sort du gaz, c'est négatif. Alors si vous ouvrez des bouquins de thermo, vous verrez éventuellement les 3 flèches vers le gaz. Donc ça, c'est à cause du fait que ce sont des énergies conventionnellement reçues par le gaz. Donc les gens disent, ah ben si c'est conventionnellement reçu par le gaz, on va orienter tout vers le gaz. Pour dire, attention, c'est du point de vue du gaz. Et puis après, ils vous mettent Q1 négatif, avec une flèche qui va vers le gaz. Et alors là, on ne comprend plus rien. Donc moi, je choisis de mettre les flèches dans le sens réel des échanges. Si ça sort du gaz, je le mets, la flèche qui sort du gaz. D'accord? Donc, les échanges énergétiques sont ici dessinés dans le sens réel, et non pas dans le sens conventionnel. Parce que sinon, je trouve que c'est vraiment pas clair. Ce schéma, vous le comprenez? Ça va? Donc tout est compté à partir du gaz et les échanges sont mis dans le sens réel. J'ai pas de retour, donc je sais pas s'il y a toujours quelqu'un en ligne. De temps en temps, rassurez-moi. Oui, c'est bon. Oui, c'est Merci. bon. Oui, c'est bon. Non, mais pour savoir que la connexion Internet marche et tout ça, quoi. Parfait. Merci. Alors, définissons le rendement. Comment définir notre rendement? Donnez-moi des propositions de définition. Je vous avais mis un trou là. Vous voyez le schéma, pour vous, comment est-ce que vous définissez le rendement? Il doit faire intervenir évidemment Q1, Q2, W. Pas tout à fait. Quel est le but de la machine? Le but de la machine, c'est d'être un moteur. Donc l'énergie qui m'intéresse en sortie, c'est laquelle? C'est le W. D'accord? Donc toi, tu m'as dit d'avoir le plus grand Q1 et le plus grand W. Non, d'avoir le plus grand W. Celui-là, je m'en fiche complètement. D'avoir le plus grand W pour le plus petit Q2.
pour la plus petite dépense énergétique. Là, d'accord. Donc, de façon générale, le rendement, c'est l'énergie qui m'intéresse sur l'énergie que je dépense. L'énergie que je récupère sur l'énergie que je dépense, que je paye. Donc ici, on va mettre ça en valeur absolue dans un premier temps. Donc c'est le travail récupéré sur la dépense. La dépense énergétique, il va falloir chauffer la chaudière. Donc c'est Q2. Q2 est positif, donc on peut enlever la valeur absolue en bas. Et par contre, W est négatif, donc la valeur absolue de quelque chose qui est négatif, c'est moins W. Donc autrement dit, ça fait un positif sur un positif. Vous vous débrouillez pour avoir un rendement positif. Donc je mets moins W cycle pour avoir une grandeur positive sur Q2 positif. Voilà. Je veux le plus grand W cycle, le plus grand moins W cycle en fait, sur le plus petit Q2. Alors, une fois qu'on a compris ça, le calcul n'est pas compliqué puisqu'on a delta U égale cycle égale 0, donc W cycle plus Q1 plus Q2 égale 0. Donc moins W cycle, c'est Q1 plus Q2. Et on a l'égalité Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0. Donc là, je vais vous laisser un petit peu de temps pour me finir le calcul. Donc je vous ai mis la définition du rendement. Vous avez les deux relations qui sont là. Alors calculez-moi le rendement en fonction de T1 et T2. Donc il faut se débrouiller pour faire disparaître W, Q1, enfin W, Q2, Q1, et à la fin n'avoir que les températures. Je vous laisse cogiter un peu. Quand vous avez une réponse à me proposer. Alors, est-ce qu'il y a des propositions de formules de rendement? Sans faire de calcul compliqué, j'ai envie de dire, votre rendement, il devrait forcément avoir la tête suivante. 1 moins quelque chose. Parce qu'un rendement, c'est toujours plus petit que 1. Alors, est-ce que quelqu'un l'a sous cette forme-là? C'est quoi quelque chose? Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme on sait que le moins le travail du cycle, c'est Q1 plus Q2,
Oui. Rediviser le travail du cycle par Q2. Oui. Et du coup, après, on a Q1 sur Q2, c'est égal à Q1 sur Q2 plus 1. Du coup, après, en retouchant la formule du bas, donc ça fait Q1 sur Q2, c'est égal à moins T1 sur T2, et après, je remets dedans. C'est ça. Donc, moins W cycle, on remplace effectivement par Q1 plus Q2. On développe ça, cette fraction, ça nous fait Q1 sur Q2 plus 1, ou 1 plus Q1 sur Q2. Et avec l'égalité de Clausius, Q1 sur Q2, on trouve que c'est moins T1 sur T2. Donc 1 moins T1 sur T2. Alors, je vous l'ai fait en dessous proprement. Donc 1 plus Q1 sur Q2. L'égalité de Clausius, je passe le Q2 sur T2 de l'autre côté, je divise Q1 sur Q2, et ça nous fait moins T1 sur T2. Donc 1 moins T1 sur T2. Donc on s'aperçoit que le rendement du cycle de Carnot ne dépend que de la température de la source froide, T1, et de la température de la source chaude, T2. Donc le rendement d'un cycle moteur d'iterme ne dépend que de T1 et T2, à condition qu'il soit réversible, et on appelle ça le théorème de Carnot. Donc cette formule, elle a 200 ans environ. Carnot, il a travaillé au début du 19e siècle, dans les années 1810 à peu près, 1810-1820. Et c'est un des premiers à mettre en équation le rendement des premières machines thermiques. Donc les machines thermiques à l'époque, c'était les machines à vapeur. Et il a démontré que ça dépendait que des températures de la source froide et de la source chaude. Dans le cas où c'est une machine réversible. Alors, je vous propose une application numérique. Donc, je prends une centrale nucléaire. Je suppose que le système, c'est de la vapeur d'eau qui suivrait un cycle de Carnot, donc de compression-détente. La température de la source froide, c'est 20 degrés. C'est par exemple la température de l'atmosphère. Donc, on va refroidir notre système avec l'air de l'atmosphère via des grandes tours de réfrigération. Et la température T2, c'est 350 degrés. Donc, on va chauffer la vapeur d'eau jusqu'à 350 degrés. On appelle ça de la vapeur d'eau surchauffée, elle est plus qu'à 100 degrés. Alors que vaut le rendement? Je vous laisse faire l'application numérique et on commente. Faut pas que je vous montre les résultats. Alors, on fait ça. 1 moins 20 sur 350. Ça fait quoi ça? Ça fait 1 moins 2 sur 35. 1 moins 1 sur 17. Ça fait quasiment 1, ça, non? Ça fait 0, je sais pas, 0,99, non? Dans ces eaux-là, non? Peut-être un peu moins. Ça vous va, ça? 0,94. 0,94. Ça vous va, ça? Oui. Vous avez une machine qui a un rendement de 94%. C'est bien, c'est pas bien? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Yes. Et oui, ça fait beaucoup, parce que 20, c'est des degrés. Et que les températures, elles sont pas en degrés. Et ouais, elles sont en Kelvin. J'avais trouvé en Kelvin 53%. Et que nous avons fait une grossière erreur. Parce qu'un rapport de température en degrés, c'est pas du tout la même chose qu'un rapport de température en Kelvin. Ah ouais. Et du coup, là, vous obtenez, vous me dites 53%. 0,53. Donc égale 53%. Ah ouais. Et non pas du tout 94. Donc attention,
Un rendement se calcule avec les températures en Kelvin. Tout est en Kelvin ici, hein. Donc quand on travaille avec des différences de température dans le chapitre calorimétrie, il n'y a pas de souci. T2 moins T1, que ce soit en degrés ou en Kelvin, l'écart en degrés ou en Kelvin, ça fait la même chose. Mais un rapport, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc là, il faut obligatoirement convertir. Et du coup, le rendement devient beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est un rendement de la machine réversible. Vous connaissez les machines réversibles? Il faut que la compression soit infiniment lente, soit quasi-statique, que la détente soit infiniment lente, soit quasi-statique. Ben, ça n'existe pas, ça. Votre machine, votre gaz, la vapeur d'eau là qui suit le cycle de Carnot, évidemment qu'on la comprime rapidement, qu'on la détend rapidement. Donc la machine, elle n'est pas réversible. Donc le rendement réel, à votre avis, il est plus petit ou il est plus grand que 53%? Si c'est pas réversible, le rendement va être plus grand? Et si c'est pas réversible, il y a des frottements. Ça augmente le rendement ou ça diminue le rendement? Ça diminue. Eh ouais, il y a des phénomènes dissipatifs. Donc le rendement réel sera forcément plus petit. On l'estime à environ la moitié de la machine du rendement réversible. Alors c'est un petit peu plus que la moitié. Une centrale nucléaire réelle, c'est 30%. À peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié du rendement maximal. Donc en fait, le rendement réversible, c'est le rendement maximal de la machine. Et si la machine n'est pas réversible, alors le rendement est forcément plus petit. Donc pour une centrale nucléaire actuelle, c'est de l'ordre de 30%. Pour l'EPR qu'on essaye de fabriquer, vous savez, à Flamanville depuis quelques années et qui a déjà je ne sais plus combien d'années de retard, l'objectif c'est 35%. Et on serait super content si on obtenait 35%. Transformer de l'énergie thermique en travail, c'est pas facile. Et ça se fait avec des rendements, on peut dire minables, de l'ordre de 30%. Le rendement d'un moteur de voiture, d'un moteur thermique, c'est de l'ordre de 30%. 30% pour un essence, un peu plus pour un diesel, c'est peut-être 32, 34. Donc ce qui fait qu'un diesel consomme un peu moins qu'une essence parce que le moteur est un peu plus efficace. Donc ayez ce chiffre en tête, le rendement d'un moteur thermique est de l'ordre de 30%. Donc si on revient à notre dessin de tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait mes flèches, je ne les ai pas fait n'importe comment, j'ai mis une énorme flèche ici, une grosse flèche ici, une petite flèche ici. Et oui, pour 100% d'énergie ici investie, vous avez 30% à peu près d'énergie récupérée sous forme de travail utilisable et 70% que vous perdez, qui part à la source froide et que vous ne pouvez pas récupérer. Ça part dans la mer, ça part dans l'atmosphère, c'est perdu et c'est obligatoire. On ne peut pas faire une machine qui transformerait 100% d'énergie thermique en travail. Ça n'existe pas. Donc nous sommes environnés de machines thermiques, les moteurs thermiques, les centrales nucléaires, qui fonctionnent avec des rendements minables de l'ordre de 30%. Et 70% contribuent au réchauffement climatique. On chauffe la mer, on chauffe les rivières, on chauffe l'atmosphère. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est les lois de la thermodynamique qui font que ça marche comme ça. Alors on peut gratter quelques pourcentages, monter jusqu'à 35% en s'approchant des conditions de la réversibilité, en diminuant les frottements, etc. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Alors après, on peut jouer sur la nature des transformations. On peut essayer de se rapprocher des conditions de la réversibilité. Plus on se rapproche des conditions de la réversibilité, plus le rendement augmente. On peut jouer sur les températures. Ah bah oui, puisque le rendement, c'est 1 moins T1 sur T2. Donc si tu diminues T1, le rendement devient plus grand. Donc il faut avoir une source froide la plus froide possible. Ou alors tu augmentes T2, la température de la source chaude la plus chaude possible. Alors la température de la source froide ne peut pas
atteindre 0 Kelvin. Le 0 Kelvin n'est pas comment dire, on ne peut jamais atteindre le 0 Kelvin expérimentalement, mais on peut descendre en température. Donc effectivement, alors pour une centrale nucléaire, on va être un peu limité parce que notre source froide, c'est si tu es au bord de la mer, c'est la mer. Alors si la mer est plus froide, la centrale nucléaire est plus efficace. La température, si c'est refroidi avec une tour de réfrigération avec l'atmosphère, si l'atmosphère est plus froide, donc en hiver, alors le rendement est plus grand. Et en été, inversement, si l'air est plus chaud, T1 est plus élevé, le rendement chute. Alors après, on peut jouer sur T2. Au lieu de travailler à 350 degrés, on peut travailler avec une vapeur d'eau surchauffée à 400 degrés et augmenter le rendement comme ça. Mais plus tu travailles à des hautes températures, plus tu as des contraintes techniques sur les tuyauteries, et tu vas monter en pression, donc il faut des tuyauteries plus efficaces, plus résistantes. Donc après, il faut il y a un compromis entre le coût des contraintes et puis le rendement. Mais effectivement, on peut jouer sur les températures. Donc je vous remets le calcul ici, température en Kelvin, attention, et le rendement réel, et de l'ordre de 30%, donc environ la moitié du rendement réversible qui est un rendement maximal. Donc là, je ne voulais pas démontrer que c'était une inégalité, mais on le démontrera dans le chapitre suivant, dans le chapitre 2e principe, et on montrera qu'effectivement le rendement maximal, c'est lorsque la machine est réversible. Extrêmement. Voilà, il faudrait que les compressions des détentes soient extrêmement lentes, quasi statiques, alors le rendement serait amélioré. Mais du coup, ta voiture, si les pistons doivent aller tout doucement, évidemment, elle ne va pas aller très vite. Donc en pratique, une machine réversible, elle n'est pas efficace, quoi. Elle a un très bon rendement, mais ça prend un temps infini. Donc ça ne nous intéresse pas. Et le rendement d'une voiture électrique, est-ce que c'est beaucoup plus important? Alors, ouais, effectivement, transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique, ça c'est complètement différent. Et là, le rendement est très bon. Alors, l'ordre de grandeur, je dirais 90%, comme ça, vu de nez. Mais sachant que l'énergie électrique, il faut la produire. Si tu la produis par une centrale nucléaire, c'est 30% de rendement. Donc le rendement global à partir de l'uranium pour faire fonctionner la voiture électrique, c'est 30% fois 90%, donc 0,3 fois 0,9, donc 0,27. Donc finalement, ta voiture électrique, elle a un rendement de 27% par rapport à l'uranium de départ. Si elle fonctionne à l'uranium. Enfin, si l'énergie qu'elle utilise est produite par une centrale qui utilise l'uranium. Alors idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à produire toute notre énergie électrique à partir d'éoliennes, par exemple. Donc là, l'énergie de départ, c'est le vent, ça coûte rien, ça pollue pas, ça coûte rien. On produit de l'énergie électrique et ensuite on a le moteur électrique qui fonctionne avec un rendement de 90%. Et là, ça devient très intéressant. Sachant que la puissance moyenne d'une éolienne, c'est 1 MW, et que la puissance moyenne d'une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc il faut 1000 éoliennes pour remplacer une tranche de centrale nucléaire. D'accord. Donc par exemple, Civaux, vous avez 2 tranches de centrale nucléaire, donc il faudrait 2000 éoliennes pour remplacer la centrale de Civaux. Voilà. Les données du problème. Bon, sur ce, je vous laisse à philosopher. Monsieur, Oui. j'avais une question concernant la colle de physique parce que en fait quand j'essaie de la faire, au bout d'un certain moment dans les questions,
il me demande de me connecter alors que je suis déjà connectée, sinon je n'aurai pas pu accéder au test. Et ça garde en mémoire ce que tu as fait ou pas? Non. Ah, et donc tu es obligé de refaire tout depuis le début? Oui. Ah, zut. Ah, j'ai pas de solution. Ok, c'est pas grave, je vais retester. Alors du coup, ça fausse un peu le résultat parce que du coup, quand tu refais les questions, tu fais moins d'erreurs sans doute. Bah, j'ai Non. pas vu la correction. Ah, t'as pas la correction. D'accord. Non. Donc ça fausse pas les résultats, donc ça va. Mais par contre, il faut le refaire. Ah oui, c'est pénible. Ouais, je sais pas, j'ai pas ce problème-là quand je le fais chez moi, donc parce que normalement, quand il y a un souci, ça recommence à l'endroit où on s'est arrêté. Ah, bah, je sais pas, c'est bizarre. Bon. Essaye peut-être sur un autre ordinateur. Oui, je vais faire ça au pire sur votre explorateur ou quelque chose comme ça. Ouais, je vais tester, merci. Peut-être en changeant de navigateur, oui. Ouais. Effectivement, c'est sensible au navigateur. Voilà, donc on continue demain avec de la cinétique chimique. Hein, donc vous avez le TP à préparer. Donc on corrige ensemble. On verra si ça nous occupe une heure. Si ça nous occupe pas une heure, préparer des questions de cinétique. Et puis jeudi, on fera un peu de cours et un peu de TD, de thermo. Et vendredi, c'est férié. Petite semaine. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on s'arrête là. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.